Ça y est, après de longs mois d'attente et les essais hivernaux de la semaine dernière, bas les masques, on a notre première photo de ce que donne le peloton de Formule 1 pour cette saison 2023. On savait à quoi s'attendre très grossièrement, mais on a eu quelques petites surprises, bonnes comme moins bonnes, on va dire. Mais je dois dire que globalement, je me suis assez régalé devant ce premier Grand Prix de la saison. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix de Bahreïn 2023 de Formule 1. Le générique, c'est comme les upgrades de chez McLaren, ça va arriver, mais plus tard, hein, voilà. J'en profite pour rappeler que le Fast 5, c'est pas un débrief complet de la course, mais des réactions choisies. Donc si je parle pas de un tel ou de bidule, je les ai pas oubliées, c'est juste que je choisis de ne pas le faire pour d'autres réactions qui, à moi, m'intéressent. Bref, c'est parti. On commence par le contraste chez Alpine pour le coup. D'un côté, on a un Esteban Ocon qui s'est mangé pénalité sur pénalité et de l'autre, un Gasly qui est parti dernier et qui a fini à la P9, à 1 seconde de Bottas pour la P8. Alors la veille du coup c'était quand même l'inverse, rien ne s'est passé comme prévu pour Gasly en qualif, quand Ocon a réussi à hisser l'Alpine en tant que meilleur des autres derrière les 4 équipes de tête, les 2 Ferrari, les 2 Mercedes et Alonso, ça se tient en 3 dixièmes sur un tour, on va y revenir. L'Alpine en revanche est meilleur des autres pour le moment, à 6 dixièmes derrière ce petit paquet là, donc il y a encore du boulot sur la performance pure à aller chercher. Sur un tour, l'Alpine est donc a priori P5, enfin P5 constructeur, hein, je parle. Ocon démarrait donc assez haut sur la grille, mais ça fallait encore se placer correctement sur la grille. Justement, il s'est placé un petit peu trop sur la droite et avait la roue posée sur le carré blanc. Et ça, c'est un manquement au règlement. Alors, la pénalité de 5 secondes est vraiment très dure, je trouve. Un avertissement, ça aurait largement été suffisant. C'est pas comme s'il était décalé d'une demi-voiture complète, quoi. Genre, ça va. En revanche, personne n'a spoté un truc qui, pour le coup, est assez affligeant hein, chez la FIA. C'est que Gasly n'était pas encore dans son emplacement quand les feux ont commencé à s'allumer. En fait, le gars qui agite le drapeau vert derrière a cru que c'était bon, qu'il pouvait donner signe à la direction de course que tout le monde s'était immobilisé pour entamer la procédure. Mais en fait, toute la ligne de droite sur la grille n'était pas encore tout à fait prête. En fait, ça part de Bottas sur la 12e place qui s'est arrêté sur un emplacement trop tôt. Et donc, il a mis un petit peu de temps à corriger le tir au bout de quelques secondes, quoi, à se remettre dans son bon emplacement. Et du coup, il a créé une sorte d'accordéon. Bon, rien de très grave, hein. Le capteur a dû tout juste voir que Gasly s'immobilisait au bon moment. Pas de souci, mais le gars à l'arrière qui agite le drapeau, pour le coup, il a pas bien fait son job. Bon, 5 secondes de pénalité pour Esteban Ocon, le mécano qui s'affaire sur la voiture, un dixième de seconde trop tôt. Boum, la pénalité est pas bien servie, 10 secondes supplémentaires, et pour 0,1 km/h d'excès de vitesse dans la voie des stands, on va mettre un petit 5 secondes en plus sur le côté, voilà, histoire de se faire une petite tartelette de 5 secondes comme on adore. D'ailleurs, premier arrêt où on change l'aileron avant d'Esteban Ocon, je suppose, de ce que j'ai vu, c'est un contact au départ, au virage 2 entre Ocon et Norris, a priori, mais je suis pas sûr. Autrement, je vois pas où est-ce qu'il aurait eu un problème, Esteban. Bon, du coup, après tous ces problèmes, rythme de course aux alentours, des Ferrari en fin de course pour Esteban Ocon dans du clean air, on va dire. C'est encourageant, mais est-ce que c'est le bon benchmark qu'on attend de prendre Ferrari? Bon, voilà, je sais pas. On abandonne en tout cas pour Esteban Ocon pour préserver le moteur, il n'y avait pas de problème. Gasly, de l'autre côté, a mis du temps et a dû user de stratégies diverses et variées pour justement dépasser soit au stand, soit sur la piste les voitures qui étaient devant lui. Globalement, un très bon rythme, des bons décalages stratégiques pour éviter d'être enfermé dans des trains DRS, etc. Une remontée jusqu'à la P9. Si Alonso faisait pas le show, on voyait Gasly un peu plus à l'écran à mon avis et on le nommait pilote du jour sans aucun problème. Alors, étrange, je vous l'accorde, de voir une Alpine se battre avec une Williams, en l'occurrence celle d'Albon. C'est vous dire à quel point ça s'est quand même beaucoup resserré dans le peloton. Et je vous avais pas menti, encore une fois, de mémoire, de la P10 à la P20, ça se tenait en moins d'une seconde, je crois, en Q1, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires. L'Alpine a pas fait la progression qu'on espérait en ce début de saison, mais c'est assez noirci, je pense, par un manque de réussite sur le week-end, alors qu'en vrai, les Bleus sont quand même devant le milieu de peloton, je dirais. Maintenant, on va attendre de voir les améliorations pour voir la voiture progresser. C'est là-dessus qu'ils sont forts, donc va falloir attendre quelques Grands Prix. De toute manière, encore une fois, faut qu'on fasse d'autres circuits qui soient différents pour avoir une meilleure image. Donc aux alentours du 5e Grand Prix, voilà, on aura une image un peu plus précise des forces en présence.
Deuxième réaction, vous le savez, j'aime soutenir Williams, la petite équipe du fond de tableau qui s'en sort jamais. Bah, force est de constater que ça roule quand même vachement bien sur ce Grand Prix de Bahreïn. Les Williams auraient dû être plus fortes en qualif et plus faibles en course, ça a été l'inverse. Les rafales de vent déséquilibrent toujours autant la voiture, donc du coup c'est très difficile de la piloter et encore plus quand il faut faire beaucoup de gestion de pneumatiques comme c'était le cas ici à Bahreïn. Le phénomène s'est accentué encore plus à Bahreïn parce que la piste est hyper abrasive et c'est même la piste la plus abrasive de l'année, donc forcément les pneus ont pris très très cher. Albon finalement qualifié P15, Sargent manque le passage en Q2 en faisant le même temps que Lando Norris mais après, donc du coup c'est Norris qui a la priorité. Sargent qui lui aussi a fait une course particulièrement propre, qui a été longtemps présent pour jouer notamment les points finalement P12 à l'arrivée, à 6 secondes d'écart de devant. Je suis désolé mais c'est quand même très impressionnant pour une première course. Franchement tout s'est bien déroulé pour lui, il est resté en dehors des problèmes donc top. Le petit groupe là, Gasly, Albon, Tsunoda, Sargent, Magnussen de mémoire se sont en plus arrêtés pendant la virtual safety car pour mettre des pneus tendres et passer à l'attaque pour la fin de course. Donc du coup le Sargent il a fallu un petit peu tout donner en fin de course, c'est ce qu'il a fait. Il a dû dépasser De Vries un peu plus facilement et Guan Yu Zhou avec un placement un peu plus intelligent. Il le passe sur la deuxième tentative je crois. Il devait notamment tenter de recoller à Tsunoda et Albon qui s'étaient fait décrocher par Pierre Gasly, mais là ça a été un petit peu plus difficile pour le pilote américain. La Williams est donc loin d'être autant à la rue que les années précédentes, tant mieux, elle est juste hyper sensible et il faut prendre soin des pneus comme en Formule 2 disait Alex Albon. Parce que globalement, la voiture a moins d'appui que les autres équipes, du coup, elle glisse et donc ça augmente la dégradation. Et à Bahreïn, encore une fois, c'était vraiment difficile. Bon espoir quand même pour le reste de la saison, c'est un vrai bon début de saison pour l'équipe, pour Albon et pour Sargent. J'ai hâte d'en voir plus tout simplement. Mais ouais, de la P5 constructeur jusqu'à la P10, c'est quand même assez resserré. Tant mieux pour nous, on va avoir de très belles batailles en piste et ça, c'est vraiment top. Troisième réaction, on va parler de quelque chose qui fait un peu mal pour certains. J'avoue que j'avais du mal à en croire mes yeux. L'abandon de Charles Leclerc sur problème de l'unité de contrôle de l'électronique, qui d'ailleurs avait été remplacée par précaution avant la course, en plus des batteries qu'on avait changées dans la nuit après la qualif. Bon voilà, je veux dire, la fiabilité qui, une fois de plus, fait défaut à Leclerc et à Ferrari en général, c'est un problème qui était censé avoir été résolu. Alors, pareil, encore une fois, c'est pas parce que tu as amélioré la fiabilité que d'un coup ton moteur plus jamais il casse. Voilà, il faut juste que là, ça se reproduise une ou deux fois dans la saison, mais vraiment pas plus, quoi. Genre vraiment pas plus. Alors je glisse une petite réaction vite fait pendant qu'on parle de fiabilité, parce que chez McLaren c'était un petit peu la cata, il n'y a rien qui va. Donc avant qu'ils aient leurs améliorations pour Bakou, je m'attends pas à ce que ça se passe particulièrement bien pour eux. Donc je vais pas enfoncer le couteau dans la plaie, on célébrera leur petite victoire. Norris qui arrive aux portes de la Q3 par exemple. Mais 18 millions pour regarder les McLaren au fond du gouffre. Bravo, Ricardo a encore fait un joli hold-up. En revanche, encore une fois, on retrouve une dynamique qui me fait penser à Verstappen contre Mercedes en 2019 et 2020 surtout, où le Néerlandais était seul et ne pouvait rien faire stratégiquement parlant, à part tenter de provoquer des undercuts, etc. Mais où Mercedes répondait souvent en sacrifiant malheureusement le soldat Bottas pour garder un Hamilton qui était plutôt serein devant. Là, avec Ferrari, c'est un petit peu la même dynamique. Pour que Charles Leclerc puisse avoir une chance de mettre Verstappen un petit peu en défaut et encore, il faut que Sainz neutralise stratégiquement Perez, sauf que Sainz, il est à 10-15 secondes derrière, si c'est pas plus. Il est un peu trop loin pour mettre suffisamment la pression à Perez. Il la met un petit peu, mais clairement pas assez pour que Perez regarde dans ses rétros au lieu de regarder Charles qui est juste devant, quoi. Alors du coup, Charles Leclerc tente l'undercut, on fait même le double stack, comme on appelle ça chez Ferrari, pour obliger les Red Bull à couvrir et peut-être perdre une position dans cette histoire d'arrêt au stand, à moins de devoir prendre le risque de faire un double arrêt aussi. Voilà, donc on essaie de les mettre en difficulté comme on peut. En vrai, c'était la seule bonne carte que Ferrari pouvait jouer sur cette stratégie. Autrement, après, Leclerc était un petit peu plus à la merci de Perez et puis le rythme de course était supérieur chez Red Bull, tout comme la dégradation qui était largement sous contrôle chez Red Bull par rapport à Ferrari. Donc c'était vraiment compliqué, mais stratégiquement parlant, ils n'ont fait aucune erreur. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que le combat Aston Martin-Mercedes a obligé Carlos Sainz à couvrir la bataille qu'il avait derrière lui, au cas où
ce qui a obligé Pérez, Leclerc et Verstappen à couvrir aussi un petit peu plus tôt la stratégie de Sainz. Et donc en fait tout le monde était un petit peu sur les jantes en fin de course, surtout Sainz qui a réussi malgré tout à défendre sur Hamilton. En fait la Ferrari est vraiment proche sur un tour en qualif, mais par contre en course c'est vraiment plus difficile. Faut mettre Bahreïn un petit peu aussi en perspective pour Ferrari, c'est probablement la pire course pour eux cette année en termes de dégradation. Je m'attends à ce que ce soit peut-être quand même un peu plus serré à Jeddah. Donc on verra bien. Un doublé pour Red Bull contre une maigre P4 pour Ferrari. Ça creuse déjà les écarts d'entrée de jeu, mais la saison est longue. Et on n'a qu'à se rappeler l'année dernière ce que ça avait donné. Quatrième réaction, je voudrais saluer proprement la performance de Lance Stroll ce week-end avec ses histoires de poignets cassés, etc. Le gamin a quand même tout fait pour venir et pour pouvoir rouler. On l'a vu faire en sorte de s'économiser au maximum en FP1 pour pas avoir mal au poignet. J'ai trouvé ça un poil dangereux, la manière dont il tenait son volant, etc. Alors, les pilotes doivent quand même passer des checks, hein, bien évidemment, avec les médecins avant de pouvoir monter dans une Formule 1 généralement, après un accident surtout, pour voir s'ils sont aptes ou pas. Du coup, a priori, pour Lance Stroll, oui, c'est bon, il est apte. En revanche, dans le cas où il perdait la voiture, je parle vraiment en FP1, où il se mettait dans le mur, où il se cassait un poignet, etc., ou que la voiture prenait feu comme Gasly l'année dernière pendant le GP de Bahreïn, où il faut sortir vraiment en vitesse et tout, j'avoue que je suis un peu moins à l'aise, quoi. J'étais là en mode pas sûr qu'il... Voilà. On l'a vu sur le contact avec Alonso au départ, c'est pas ouf la prise en main dans la voiture qu'il avait sur le volant. On sentait que c'était quand même peut-être un poil fébrile, peut-être. Quoi qu'en vrai, ça allait. En vrai, ça allait, mais il a souffert quand même les 20 derniers tours. Et pour une fois, au micro de Laurent Dupin, il nous a aligné beaucoup plus qu'une petite phrase, etc. Il nous a livré des phrases, des analyses un petit peu plus intéressantes que d'habitude. Donc franchement, plutôt cool. Stroll pointe à 6 dixièmes d'Alonso en qualif, ce qui fait loin. Mais il faut tenir compte que, il n'a pas roulé pendant 2 jours dans la voiture comme Alonso. Globalement, il a fait 3 séances d'1 heure pour découvrir une nouvelle voiture. Et accessoirement, quand tu es encore un peu en convalescence, t'es pas à 100% de ce que tu es capable de faire. C'est quand même beau. Mais non, quand même, la bagnole, il la met P8 devant Ocon, derrière le petit pack dont il est censé faire partie, donc il n'est pas parti P18 comme certains l'annonçaient. En course, bon, le freinage trop tard pour défendre sur Russell au départ alors qu'Alonso décroise. En vrai, c'est pas le premier à faire ça, à se retrouver dans ce genre de situation. Russell, justement, avait mis Sainz dehors aux États-Unis comme ça, par exemple. Un peu de chance quand même que les deux Aston ne s'accrochent pas, mais ça commence assez chaud. Je me pose la question de s'il avait bien chauffé les freins avant de prendre le départ, surtout qu'il a tiré tout droit dans le tour de formation au virage 10, donc peut-être que les freins n'étaient pas assez chauds. Pour le reste, j'ai vu un pilote propre, qui était plutôt intelligent sur ses attaques et même ses défenses. Il a eu du mal sur la fin à raccrocher le wagon à Hamilton-Sainz, mais une P6 pour un gars qui n'avait pas roulé depuis novembre dernier et qui avait les poignets pétés il y a 2 semaines, je pense que ça reste une très belle performance quand même. Même si la voiture est bonne, ça reste une très belle perf. Alors du coup, forcément, j'ai vraiment hâte de le voir complètement rétabli pour enfin savoir combien il se prend ou à combien il se trouve d'Alonso, on va être gentil. En attendant, avec la P3 de l'Espagnol et sa P6, Aston Martin est 2e au classement constructeur. Je m'attendais à ce que Aston se batte avec les Mercedes, c'est effectivement le cas. Par contre, je ne voyais pas Alonso être aussi rapide. Et on va en parler. 5e et dernière réaction, je reviens sur Alonso et globalement la tête du peloton. Alors, Verstappen, Pérez, je pense que j'ai pas besoin de dire grand chose sur eux, la voiture est top, l'équipe doit juste faire un petit peu attention à Leclerc et Ferrari globalement, mais comme je vous l'ai dit, Red Bull se retrouve plus souvent à 2 contre 1, donc ça se gère très bien, ça va, ils sont vraiment nickel. Verstappen, il était quand même pas super satisfait de sa voiture ce week-end, qui avait beaucoup de sous-virages par rapport à ce qu'il avait eu aux essais hivernaux, mais ça l'a pas empêché de performer. Pérez était assez proche du coup de son coéquipier, mais je m'attends à ce que l'écart revienne un petit peu plus à la normale entre guillemets à partir du moment où la voiture sera vraiment pile poil pour Verstappen. Ferrari, 2e force du plateau, ok, derrière Mercedes et Aston se battent à la régulière en piste. Voilà, vous étiez plein à pas y croire dans la vidéo des prédictions, se cachant derrière le fameux « c'est que les essais ça veut rien dire ». Non, justement, ça ne veut pas rien dire, faut juste essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ça ne veut pas dire qu'on aura raison, mais les essais, ça permet d'avoir une image très
très grossière d'un point de départ d'une saison de Formule 1. Et surtout, en fait, on sait et on voit très vite qui a merdé plutôt que qui a réussi à faire une bonne voiture. Alors, je rajoute qu'Aston Martin, ils ont un temps de développement élevé par rapport aux autres sur la grille, ou en tout cas aux autres qui les entourent sur la grille, du fait de leurs 2 dernières mauvaises saisons, sans compter qu'ils ont une usine qui est toute neuve à la pointe de la technologie, qui est en train de prendre vie, et vu leur dernier recrutement, ça se voyait déjà en fin d'année dernière que ça commençait à bien s'aligner. La progression, elle est certes assez surprenante, je pense qu'on est tous surpris, mais quand on regarde de près les faits, etc., c'est quand même assez logique. Alors, c'est pas le cas chez Alpine, du coup, parce que vous allez me poser la question, mais les infrastructures n'ont pas spécialement bougé depuis quelques années. Il n'y a pas eu de recrutement digne d'un Dan Fallows, par exemple. On n'a peut-être pas encore le meilleur personnel, mais surtout, Alpine a aussi moins de temps de développement qu'Aston Martin. Donc voilà, il y a tout ça à mettre en perspective pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Bref. Alors, Aston Martin et surtout Alonso était pendant cette course en stratège avisé de l'écurie. Là, c'était le stratège en chef, Fernando, qui tenait littéralement Mercedes par les balls. Clairement, chez Mercedes, on a plus subi que dicté la stratégie pour cette fois, avec un Hamilton qui était un petit peu en difficulté en début de course par rapport à Russell. La radio où Alonso dit « il dégrade beaucoup, donc on va attendre et voir, mais ça va le faire ». L'ingé de course, il peut aller tranquillement se servir une pina colada, terminé, il sirote un cocktail, on est bien. Alors c'est pas nouveau de voir un Alonso autant réfléchir pendant un Grand Prix pour bien orienter la stratégie en fonction de ce qu'il voit des autres et des infos qu'il a. Ça fait depuis très longtemps qu'il est comme ça, c'est pas juste parce qu'il a 41 ans et qu'il a un petit peu plus d'expérience ou qu'il... Bon, il a le plus d'expérience sur la grille, clairement. Il était déjà comme ça vers 2006-2007. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun autre pilote sur la grille qui est capable d'être aussi pointu et fort que lui et d'avoir une vue aussi globale des stratégies des autres et de ce qu'ils peuvent faire en fonction. C'est assez incroyable. Maintenant, il faut pouvoir encaisser de l'autre côté et être bon de la radio là pour l'ingé parce que mine de rien, quand Alonso il va demander des infos, c'est pas pour niaiser quoi. Alors je tiens aussi à préciser que réfléchir stratégiquement comme il le fait, c'est hyper complexe. Vu les vitesses des voitures, la gestion des pneus à faire, surtout à Bahreïn, les ajustements de balance de frein dans tous les sens et autres sur le volant, regarder les rétros, piloter accessoirement, enfin bon, ça reste quelque chose de difficile. Je reviens surtout sur Alonso qui nous a sorti encore une fois tout ce que l'on attend des pilotes en général en termes de bataille rapprochée, et ce malgré un départ vraiment plutôt bof pour l'Espagnol. Placement intelligent, voire un peu fourbe de temps en temps, on a retrouvé un gars qui pense et qui nous fait des manœuvres de karting, et ça on adore. Alors Lewis Hamilton ne sait toujours pas fermer correctement une porte, c'est absolument dingue. Enfin, je suis désolé, voilà, encore une fois, Alonso qui se pointe à l'intérieur. Derrière, Alonso, il a voulu être très très lent au point de corde pour empêcher Hamilton de croiser. Alonso s'est finalement écarté, on a cru qu'il y avait eu un contact entre les deux, mais en fait, il a tout simplement eu un énorme survirage, donc il était comme ça. Pour remettre les gaz, donc probablement qu'il avait trop ralenti et qu'il avait plus du tout assez de grip. Le plongeon virage 10, bon, on le voit dans le on-board, il sait tout de suite ce qu'il va faire. Il règle sa balance de frein pile poil au moment où il va plonger, où il change de direction. On a vu Théo Pourchaire en F2 par exemple nous sortir ce genre de plongeon. Le faire avec une Formule 1, c'est quand même une autre paire de manches. Alors, je ne sais pas si Alonso s'en est inspiré ou pas, mais ça me rappelle le départ du Grand Prix d'Espagne 2013 où Alonso avait dit qu'il s'était inspiré d'une manœuvre en GP2 pour voir que ça passait par l'extérieur du virage 3, et c'était encore une fois sur Hamilton. Sur Russell, un peu plus tôt, c'est croisé, décroisé, recroisé pour être parfaitement placé, rien à dire, manœuvre d'école. Sur Sainz, une bonne traction en fin de course, un décalage, et comme le pilote Ferrari était assez en galère, il a quand même essayé de le tasser un maximum, mais ça n'a pas suffi. Plongeons au virage 11, terminé, bonsoir, bravo. Les Mercedes sont donc sur ce Grand Prix en dessous probablement de pas grand chose. Toto Wolff a admis que ça y est, le concept du zéro pod c'est terminé, ils ne peuvent plus en extraire autant de performance qu'ils le pensaient. En fait, la voiture performe comme elle le devrait, mais le concept les limite eux pour emmener plus de performance, pour aller chercher plus de performance. Du coup, ils vont revoir leur voiture. Je le redis ici, ce n'est pas juste une question de ponton, c'est pas parce qu'il n'y a pas de ponton que c'est ça qui est la grande cause. C'est pas juste les pontons qui sont responsables d'un manque de performance, c'est un ensemble qui fonctionne pas assez bien, dont les pontons évidemment. Alors voir de nouveaux pontons ne va pas faire gagner magiquement à Mercedes 2 secondes au tour. Je me dis que par contre, ils vont probablement faire évoluer leur W14 en vue de la voiture qu'ils vont avoir pour 2024 et sur laquelle ils travaillent déjà et sur laquelle il faut absolument prendre des grosses décisions d'orientation, de philosophie, de concept aérodynamique parce que faut commencer à la bosser maintenant la voiture. Sinon après,
C'est un peu comme McLaren. Donc il y a clairement du boulot pour Mercedes. La question est de savoir à quel point ça va les handicaper cette saison. Mais en tout cas, ça ne va pas être facile pour les grilles. Voilà, ça va nous donner des belles batailles en vrai, je pense. Allez, je vous laisse avec un petit bonus. Bravo à Théo Pourchaire pour la victoire en Feature Race le dimanche et pour l'ensemble du week-end d'ailleurs. Victor Martins est aussi monté sur son premier podium de F2 le samedi, donc bravo à lui. Et puis le week-end a été peut-être un petit peu plus complexe pour Isaac Hadjar et Clément Novalak. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le GP d'Arabie Saoudite. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.